un film très émouvant qui nous fait mieux comprendre combien il est douloureux pour certains de ne pas savoir d'où ils viennent et de subir le poids du secret. Et leur parcours pour tenter de percer ce secret est lui aussi semé d'embûches et de désillusions, avec parfois au bout le risque de ne jamais aboutir ou même de briser des familles. Arthur Kamal-Vezene, bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Alors vous êtes en France le premier à avoir réussi à retrouver et à rencontrer votre père biologique, Gérard. Vous avez fait de l'accès aux origines votre combat. C'était quoi vraiment votre quête au départ ? Oui, parce que très souvent on me dit alors, est-ce que tu es plus heureux ? Alors je suis plus serein. Alors du coup, je suis forcément un peu plus heureux. En revanche, ça n'est pas une quête de bonheur. C'est une quête de liberté. Dans le sens où quand je retrouve Gérard, il m'apprend, je découvre mes antécédents familiaux, je découvre qu'il est porteur d'une mutation génétique, il me demande de faire un test sanguin à mes propres enfants et que cette mutation génétique-là, on peut quand même en mourir. Donc c'est pas une quête de bonheur. Voilà. En revanche, maintenant, je peux mettre un visage. Je sais où il vit, je peux le localiser. Et donc, pour trouver sa place dans le monde, eh bien, c'est tout de suite beaucoup plus facile. Vous l'avez retrouvé, on l'a vu dans le film. C'est quoi les liens qui vous unissent aujourd'hui ? C'est pas des liens père-fils ? Pas du tout. D'ailleurs, le titre du livre, Le Fils, est un petit peu J'allais le provocateur. présenter après, regardez, il est là, je le présenterai après. Il est un peu provocateur à dessein, puisqu'en réalité, le but du livre est de faire réfléchir. Je crois que maintenant, chacun est à sa place. Mon père, c'est mon père. Mon donneur, c'est mon donneur. Et j'ai envie de vous dire, j'ai compris en retrouvant mon donneur que c'est ses yeux que j'ai. En revanche, j'ai aussi compris que le regard que j'ai, c'est celui de mon père. Parce qu'on peut imaginer que comme ça, quand vous retrouvez un donneur, il y a également la famille autour du donneur qui imagine peut-être que voilà, il y a un nouvel enfant dans cette famille et c'est pas ça. Oui, parce qu'en réalité, moi j'arrive, je suis militant, j'ai 30 ans d'avance sur ces questions entre guillemets et on voit bien que Gérard cherche sa place, que ses enfants aussi l'interrogent et il y a 2 semaines, l'un d'eux m'a dit alors ça te fait quoi de retrouver une nouvelle famille ? Je lui dis non, en fait moi une famille j'en ai déjà une. J'en ai même 2 parce que j'ai une famille paternelle, maternelle, même 3 parce que j'ai des enfants avec ma femme. J'ai déjà beaucoup de familles, ça n'est pas ma demande. Voilà. Mais vous avez quand même un sentiment de gratitude vis-à-vis de lui ? Ah oui, le geste qui est posé par un donneur est d'une générosité incroyable. Et donc forcément j'ai de la gratitude, mais Gérard est malin. Il m'a demandé en échange de l'aider. Et notamment à ce qu'il puisse mieux communiquer avec ses enfants. Et je pense que j'ai rempli ma part. Voilà. Alors, depuis en fait quasiment votre naissance, on l'a compris, vos parents ne vous ont pas caché que vous étiez né grâce à un don de sperme anonyme. À quel âge retrouver la trace de ce donneur ? C'est devenu quelque chose d'essentiel et est-ce que ça a pris beaucoup de place dans votre vie ? Je trouve que le point... Alors c'est amusant parce que cette question-là, je n'arrivais pas à y répondre avant d'avoir retrouvé mon donneur. C'est-à-dire que la question de la privation des origines fait souvent écran à la possibilité de répondre à d'autres questions. Et donc c'est vrai que rétrospectivement, je me rends compte que le plus dur pour moi, ça a été le temps entre le moment où j'ai su mon mode de conception et le moment où j'ai pu répondre aux questions qui ont été suscitées par la révélation du mode de conception. Et c'est pour ça que je trouve que le système était un peu pervers. Parce que finalement, on incite les parents à dire le plus tôt possible à l'enfant son mode de conception et on laisse l'enfant dans le doute et dans une attente. Parce que moi, spontanément, quand on me dit « ton donneur, c'est un monsieur généreux, c'est quelqu'un de sympa, hyper solidaire et qui nous a permis à nous, un couple, de devenir parents », je me suis dit « ok, je le rencontre quand ?» Et cette rencontre ne s'est jamais faite. Mais cette quête vous a beaucoup occupé à un moment ? Ça a beaucoup occupé votre esprit, votre vie ? Oui, parce que je me suis rendu compte que, en fait, on impose l'anonymat à tout le monde. Alors on l'impose aux enfants, mais on l'impose aussi aux parents. On l'impose aussi aux donneurs. Gérard, il est ravi d'avoir été retrouvé. Il y a d'autres donneurs qui seraient ravis d'être retrouvés. Et mes parents, eux, auraient souhaité, et ils souhaitent toujours d'ailleurs pour mes 2 sœurs, qui elles sont toujours en attente, donc placées dans cette situation perverse, entre guillemets, qu'ils puissent retrouver leurs origines et leurs géniteurs. Donc j'avais compris que je ne pouvais pas agir que dans ma famille. Il fallait agir avec la société tout entière. Mais justement, pour vos parents, c'était évident que vous alliez vous mettre dans cette quête ? Oui, alors c'est vrai que j'ai des... non, je pense qu'ils ne s'y attendaient pas.
Mais en même temps, ils étaient tellement précurseurs, c'est un peu logique d'avoir des enfants un peu précurseurs. C'est-à-dire que déjà à l'époque, le fait de dire à l'enfant, alors que, faut bien voir quand même la scène, hein. Moi j'ai une petite sœur, je voyais ma mère et mon père parler au ventre de ma mère, portant ma petite sœur et disant « on te raconte ton histoire ». Alors, c'était très doux, c'était très joli, c'était très bienveillant. Au début, je me suis dit, c'est quand même bizarre des parents qui parlent à un ventre. Et puis après, j'ai compris qu'on était en train de faire ce qui m'avait été fait à moi. C'est-à-dire que nos parents nous racontaient de manière très bienveillante la façon dont on a été conçu et pourquoi ils étaient ravis qu'on arrive. Et ça a été quoi leur réaction quand vous avez retrouvé votre donneur? Je pense notamment à votre père. Est-ce qu'il y a eu un sentiment peut-être d'inquiétude, de jalousie, je ne sais pas, est-ce que... En fait, vous les avez associés à ça? Oui, voilà. Moi, j'ai tenu à associer mon père parce que comme les choses sont très claires, d'ailleurs, c'est le grand absent du documentaire et c'est ce que j'ai dit. C'est pour ça qu'on en parle. Oui, c'est ce que j'ai dit à mon père. Je lui ai dit, je sais pas s'il faut que tu le regardes parce que bon, on te voit pas. Mais il sait que je suis demandeur et il aurait pu apparaître, mais c'est sa décision. Et finalement, d'ailleurs, on utilise des pseudonymes nous dans la vie. Pas pour se cacher, mais simplement parce qu'on n'a pas envie que la terre entière sache que mon père est stérile, parce que c'est une donnée médicale. Absolument. Et que ça doit rester dans un secret médical, mais en revanche, il n'y a rien de honteux. Et de là à dire je suis fier d'avoir été conçu par PMA, non, je ne suis pas fier d'avoir un père stérile, c'est absurde. Voilà. Et donc il n'a pas été malheureux que vous ayez retrouvé non, en fait, son premier réflexe a été de dire écoute Arthur, déjà heureusement que c'est toi qui retrouves et pas tes sœurs, parce que mes sœurs ont fait le test le même jour que moi. On dit j'ose pas imaginer la tête que tu aurais fait si c'était une de tes sœurs qui avait retrouvé et pas toi. Là-dessus, il me connaît bien. Et puis, il me dit, est-ce que tu penses que tes sœurs ont une chance, elles, de retrouver? Donc, je lui ai dit, bah oui, elles ont fait ce qu'il fallait faire, en tout cas, pour avoir un match, une correspondance ADN. Et il me dit, ensuite, je tiens à ce que ton cas et ta situation puissent servir au débat public, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Mais juste, est-ce que vous auriez préféré, finalement, vous, ne pas savoir quand on ne vous parle pas du secret de vos origines? Mais c'est une question que je me pose. C'est-à-dire que, vu ce que je vous ai dit tout à l'heure, je me demande si c'est pas mieux. En fait, si je devais donner un conseil à mes parents, je leur aurais dit, écoutez, je ne sais pas s'il faut se décharger sur l'enfant et lui parler tout de suite de son mode de conception, contrairement à la petite musique qu'on entend en permanence, mais qui est assez peu sourcée d'un point de vue bibliographique et scientifique quand même. Et donc cette pauvreté-là intellectuelle m'inquiète. En revanche, il faut que les parents soient à l'aise, déjà, avec le fait de le dire, et pas répondre à une injonction ou à une espèce de tyrannie qui sort de je ne sais pas d'où. Mais moi, je leur aurais dit, écoutez, si vous aviez des choses à dire à nous, en l'occurrence, écrivez-le dans un carnet. Comme ça, on sait que c'est pas caché, que ce que vous aviez à dire, vous aviez à le dire, mais que je me demande si de le dire trop tôt, c'est pas une forme d'adultisme aussi, d'une certaine façon. Et encore une fois, moi, peut-être que j'aurais préféré qu'on me le dise à 16 ans, et que à 17 ans, avec l'accord de mes parents, que je puisse rencontrer Gérard. Et tout cela se serait passé de manière plus sereine. On va en parler avec notre psy dans quelques instants. On va parler aussi, bien sûr, avec vous, Audrey. Mais je voudrais écouter Stéphanie Lefebvre. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous avez une petite fille qui a 2 ans et demi, qui est née grâce à la procréation médicalement assistée. Vous avez expliqué à votre petite fille quand elle était dans votre ventre? Oui, tout à fait. Oui. Je pense qu'on était à la même école avec les parents d'Arthur. Oui, j'en ai parlé à ma fille quand elle était dans mon ventre, et puis on lui en parle encore maintenant, mais c'est pas omniprésent non plus. C'est quelque chose qui est pas caché. Enfin voilà, on n'en parle pas qu'à ma fille, on en parle dans notre entourage d'une manière générale, à nos familles, à nos amis, moi dans mon entourage professionnel, etc. Donc on lui parle depuis longtemps. Audrey Kermal-Vezen, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes juriste, spécialiste en bioéthique, née également grâce à une PMA. D'ailleurs, on l'a vu, c'est ce qui vous a permis de rencontrer et de fonder une famille avec Arthur. Alors vous, on l'a appris dans le film, c'est à 29 ans qu'on vous révèle, ainsi qu'à votre frère, les conditions de votre venue au monde. Et vous dites que vous auriez préféré ne rien savoir plutôt que cette vérité partielle? Oui, en fait, je pense que c'est difficile pour les parents. Aujourd'hui, on leur dit, dites-le à votre enfant, mais ils ne peuvent pas forcément accompagner la révélation. Si les parents étaient détenteurs d'un minimum d'informations, des données dites non identifiantes sur le donneur, ils pourraient accompagner cette révélation et ça serait plus humain. Parce que moi, mes parents sont tout à fait favorables à ma quête de mes origines. Ils ne se sentent pas menacés dans leur statut de parents. Ils savent très bien que rien ne pourra changer. Enfin,
ce qui fait le parent, c'est pas la biologie, c'est le fait qu'ils aient eu la volonté de s'engager à nos côtés et qu'ils aient donné de leur temps auprès de nous pour nous permettre d'être là. Mais ils ne se sentent pas menacés pour autant. Et c'est vrai qu'il faudrait qu'ils puissent accompagner cette révélation. Parce qu'on a encore aujourd'hui, en fait, malheureusement, il y a une époque où les médecins conseillaient aux parents de ne surtout rien dire aux enfants. Et donc nos parents, pensons bien faire, ont appliqué ces techniques-là. Et puis on était effectivement dans une période où il y avait un tabou de la stérilité masculine qui était très prégnant, qui est beaucoup moins prégnant aujourd'hui, et c'est grâce à des paroles comme celle de Stéphanie, celle de son mari, où on voit qu'effectivement les choses sont en train de changer et qu'on voit que les gens assument beaucoup plus le recours à un donneur. Et c'est ça qui va permettre de faire tomber les tabous et qui va libérer la parole au sein des familles. Muriel Flestrès, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychiatre, psychanalyste à l'Institut Imagine, c'est à l'hôpital Necker à Paris. On entend bien, grâce à ces témoignages, que finalement, effectivement, on est passé un peu d'une façon de se comporter, vraiment, effectivement, on ne disait rien, ou maintenant on dit tout, plus ou moins tôt. Finalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les enfants grandissent au mieux dans ces histoires familiales ? J'imagine qu'il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle et c'est toujours compliqué. Et puis ça dépend des parents. Ça dépend de la façon dont ils pensent leur infertilité. Est-ce que c'est vécu comme une honte ou au contraire comme quelque chose d'assez naturel qu'ils vont combler par un don ? Et donc je pense que cette notion d'anonymat, de secret, qui était une des règles imposées par les lois de bioéthique, imposait aussi aux parents une certaine façon de se conduire et qui correspondait chez les parents à leur manière de vivre leur infertilité. Donc c'est vrai qu'on voit que dans le cas d'Audrey, par exemple, les parents n'ont pas pu dire jusqu'à 29 ans qu'elle était née par un don, et alors que pour Arthur, il l'a su toute sa vie. Et l'un et l'autre sont assez insatisfaits de la façon dont ça s'est déroulé. Donc il n'y a pas de règle. Ce que je crois, et moi, parce que je vois beaucoup de patientes qui bénéficient d'un don, il est important de montrer que, avant tout, cet enfant, il est né d'un désir. Il est né c'est le fruit de l'amour. Et que ce fruit de l'amour, il a été aidé par un don. Alors, comme dit Arthur, peut-être qu'il n'est pas utile forcément de dire donneur, parce que Arthur a attendu toute sa vie de voir apparaître un donneur. Donc peut-être qu'il faut en parler d'une façon plus simple. Mais on sait aussi combien les secrets concernant les origines sont difficiles à vivre, néfastes, et entraînent des conduites chez les enfants qui sont parfois très difficiles, avec des enfants qui sont instables, avec des difficultés scolaires, et donc... Mais quelle est la solution ? Est-ce qu'en dehors, on a bien compris, en plus d'une recherche de patrimoine génétique, et ça effectivement c'est important pour connaître son hérédité génétique et d'éventuelles maladies, mais est-ce que c'est quand même insurmontable de grandir effectivement avec ce secret quand on grandit, comme en tout cas comme tous les deux, au sein d'une famille manifestement unie, aimante, de parents extrêmement aimants. Est-ce que vraiment on peut mal vivre si on ne connaît pas cela ? Écoutez, je pense qu'il est... difficile de se construire sur de l'inconnu, mais il est encore plus difficile de se construire sur du faux. Ce que je crois, c'est que les parents doivent raconter quelque chose, raconter une histoire, raconter la préhistoire, qu'ils donnent à l'enfant une identité narrative et que ça se parle, la façon dont il a été désiré, voulu, comment ça s'est passé avant, et c'est tout ça qui est important. Il n'y a pas je crois que l'inconnu, c'est grave peut-être, mais ce n'est pas si grave. C'est le faux qui est difficile. Audrey, avec Arthur, vous avez fondé l'association Origine, qui accompagne les personnes conçues par tiers donneurs, donc dans la recherche de leurs origines. Aujourd'hui, en France, tant que la prochaine loi n'est pas passée, que dit la loi actuelle ? À quoi on peut avoir accès quand on a été conçu par PMA ? Qu'est-ce qu'on peut savoir ? Rien. La réponse est très simple. On n'a accès à aucune information concernant le donneur. Moi, j'ai demandé, par exemple, à savoir si mon frère et moi, nous étions issus du même donneur. On m'a refusé de répondre à cette question, au motif que le don est anonyme, alors que ça ne changerait rien à son anonymat. Lorsqu'on a voulu se marier avec Arthur, on a posé la question en justice
Pouvez-vous nous dire au moins si nous avons le même géniteur? Parce que c'est une question qui nous a bien sûr traversé l'esprit. On avait fait un test, je ne vous le cache pas, totalement illégal auprès d'un généticien, mais qui n'était pas fiable parce qu'on a fait ça avec quelqu'un qui nous a demandé une grosse somme en liquide et bref. Qui était fiable à 60%, donc on a quand même décidé de se marier, mais la justice française a refusé de répondre à cette question. Le Conseil d'État a dit non, vous ne pouvez pas savoir. Alors finalement, j'étais enceinte de notre premier enfant, 3 semaines avant la naissance de notre enfant, ma gynécologue a accepté de m'envoyer vers un généticien qui a demandé à la banque de sperme où j'ai été conçue et à la banque de sperme où a été conçu Arthur de confronter les dossiers. Et ils se sont aperçus qu'on n'avait pas le même... nos donneurs n'étaient pas nés la même année, qu'ils n'avaient pas la même taille. Elle m'a donné cette information, mais au regard de la jurisprudence française, elle n'avait pas le droit de me donner cette information, puisque le Conseil d'État a dit 1 an plus tard, seul le médecin peut savoir. Et moi, je demandais que cette information-là me soit transmise par l'intermédiaire d'un médecin, et j'ai été déboutée. Donc mon affaire est aujourd'hui devant la Cour européenne des droits de l'homme. Oui, c'est ça ce que je voulais dire. La Cour européenne, elle a une chance d'abonder dans votre sens ou pas? C'est quasiment certain en fait que la France va être condamnée si elle ne reconnaît pas un droit d'accès aux origines, puisque la Cour européenne, qui se fonde sur l'article 8 de la Convention, dit que toute personne a le droit de connaître l'identité de ses géniteurs et c'est un droit d'intérêt vital. Donc, et c'est le Conseil d'État qui l'annonce. Depuis déjà lors de la dernière révision de la bioéthique, le Conseil d'État avait mis l'accent sur le fait que la législation actuelle n'était pas conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Malheureusement, il n'a pas été entendu. On espère que cette fois-ci, ce sera le cas, parce que je sais que les juges de la Cour européenne sont dans les starting blocks. Ils attendent que le projet de loi actuel soit voté, et en fonction de ça, ils condamneront ou non la France. Et ce qui est gênant, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a rien de prévu, a priori, pour les personnes comme nous. Alors justement, pour cette nouvelle loi, on va quoi? Ce qui est prévu, c'est quoi? C'est de lever l'anonymat des donneurs? Alors, pour le futur, tout donneur donne en sachant qu'il sera identifiable plus tard. Et nous, on est ravis de cette modification de la loi parce qu'on pense qu'effectivement, de toute façon, c'est irrespectueux de faire croire aux donneurs qu'ils seraient anonymes de manière indéfinie, puisqu'on voit bien qu'avec les tests ADN, de toute façon, on peut les retrouver. Et pour tous ceux qui ont déjà donné? Voilà, pour tous ceux qui ont déjà donné, puisqu'on est quand même... Parce que les banques, les sécos il y a beaucoup d'ovocytes et de paillettes de sperme congelés. Tout à fait. Qui attendent... Nous, ce qu'on demande, et ce que je demandais dans le cadre de mon recours, c'est qu'on leur pose la question. Depuis 2002, on pose la question aux femmes qui ont accouché sous X. Est-ce que vous, madame, qui avez accouché sous X parfois dans les années 60, est-ce que vous acceptez que des informations vous concernant soient données à votre enfant, y compris votre identité? Elle a le droit de dire oui ou non. D'accord. On voudrait exactement la même chose en fait pour les donneurs. Si on le fait pour les femmes qui ont accouché sous X, alors qu'on peut imaginer qu'on va réveiller un souvenir douloureux, celui de l'abandon d'un enfant, on ne comprendrait pas qu'on fasse qu'on ne fasse pas au moins cela pour les donneurs de gamètes. Et ça permettrait en plus d'interroger les donneurs dont il reste des gamètes pour savoir s'ils sont d'accord pour qu'on continue à les utiliser. Sinon, on les détruirait. Oui, ce qui est prévu dans le projet de loi actuel à aujourd'hui, j'espère que ça va évoluer dans le cadre des débats parlementaires, c'est de détruire les gamètes, alors que peut-être que des donneurs, et nous on en connaît, seraient parfaitement d'accord pour qu'on continue à utiliser leurs paillettes dans le cadre du nouveau régime. Alors justement, on parlait avec Alain Tréboul, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole des donneurs de gamètes de l'association PM Anonyme. Oui. Dès 1974, vous avez donné vos gamètes. Est-ce qu'à l'époque, c'était une question que vous vous posiez, cette histoire d'anonymat, ou c'était quelque chose, est-ce que c'était important? Comment vous l'avez vécu à l'époque? Non, c'était pas important. J'ai pas le souvenir d'avoir été bouleversé ou intéressé, inquiet, je sais pas, par le fait qu'on me disait c'est comme le don du sang, c'est anonyme, c'est un geste. Alors on a dit tout à l'heure généreux, mais enfin c'est pas un geste extraordinaire. Moi j'ai pas l'impression. Tout don est généreux. Oui, bon. Mais ça m'a paru relativement facile de décider de dire oui au médecin qui m'avait proposé d'être donneur. Mais à l'époque, vous ne vous disiez pas quand vous donniez, peut-être que dans 20 ans, il y a un garçon qui va venir sonner à ma porte. Non, ça je me le suis dit beaucoup plus tard. Ouais, c'était pas une projection d'enfant puis d'adulte quand vous faites ça. C'était dans le présent, on pensait bébé, parce que moi j'avais 2 enfants en bas âge, et c'est vrai qu'on était un peu naïfs, mon épouse et moi, de ne pas tout de suite anticiper en se disant qu'est-ce qui se passera dans 15-20 ans.
si ces jeunes personnes savent. C'est ça le problème, c'est qu'ils ne le savent peut-être pas. Alors s'ils le savent et qu'ils le vivent mal, là, moi personnellement, ça me chagrine. Et alors, qu'est-ce que vous proposez pour ça? Alors, justement je dis à tous ceux qui veulent bien m'entendre que si vous êtes né en 75, 76 et que c'était grâce à un don, c'est peut-être moi. Donc, je suis disposé à répondre à vos questions. Vous la publiez sur un réseau, ça? Oui, je l'ai publié, oui. Et j'ai fait des tests ADN pour leur faciliter la recherche. D'accord. Et vous êtes favorable à cette levée de l'anonymat que la loi éventuellement va faire avancer? Ce que dit la loi me convient, oui. Oui, si une fois assez grand, vers 18 ans, un garçon ou une fille peut avoir accès à des données et puis éventuellement rencontrer le donneur s'il en a envie, et si le donneur est d'accord, je ne vois pas pourquoi on s'y opposerait. Et du coup, depuis qu'on parle de toutes ces histoires, vous avez imaginé qu'éventuellement il y a un des enfants qui a été conçu grâce à votre don qui pourrait venir frapper à votre porte? Tout à fait, bien sûr. J'attends que ça. C'est vrai? Oui. Oui, mais sereinement. Je veux dire, pour moi, c'est pas. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Ce qui serait un problème, c'est que ça tarde tellement que le jour où ils trouvent que c'est moi, on leur dit malheureusement, il est décédé. Ça serait quand même dommage. Bien sûr. Donc, vu mon grand âge, ça commence à devenir urgent. Stéphanie, on l'a dit, vous avez eu recours à la PMA pour votre petite fille. L'année dernière, vous avez décidé de donner vos ovocytes. Pourquoi? Eh ben, c'est vrai que j'ai été toujours élevée dans une famille où on m'a appris à être tournée vers l'autre. J'ai un travail, je suis travailleuse sociale, je suis éducatrice spécialisée. Depuis que j'ai 18 ans, je donne mon sang. Voilà, j'ai toujours voulu aider, en fait. Et quand on a été nous-mêmes confrontés à cette stérilité et au don de gamètes, eh ben, j'ai connu un petit peu mieux le don d'ovocytes. Qui est compliqué quand même, qui est un geste plus compliqué. Qui est un petit peu lourd, ouais, effectivement. Et puis, on ne facilite pas forcément la vie des donneuses non plus. Donc, et donc, j'ai décidé que... En plus, en ayant moi-même vécu les traitements en tant que patiente, je savais où je mettais les pieds. Ça m'a moins fait peur, en fait, aussi. Ça a un peu dédramatisé le traitement. Et donc, j'ai franchi le pas et j'ai donné mes ovocytes l'année dernière. Et le fait que c'était anonyme, ça avait quelle place pour vous? Alors, pour être honnête, à l'époque... ça n'avait pas d'importance pour moi. Disons que je suivais le mouvement. Je suis quelqu'un d'assez carré, je respecte la règle. On me l'avait présenté comme ça, donc ça ne me posait pas de problème. Enfin, ça n'avait pas d'importance, en fait. Et puis voilà, parce que j'ai travaillé un petit peu le sujet, j'ai lu le livre d'Arthur, j'ai rencontré Arthur et Audrey. Et puis j'ai découvert que voilà, certains adultes qui sont issus d'un don peuvent mal vivre le fait de ne pas accéder à l'identité du donneur. Donc voilà, maintenant je milite pour que l'anonymat soit levé. À l'époque, ce que je me disais, c'est que si un enfant arrivait à m'identifier, un enfant issu de mon don, ça ne me posait pas de problème non plus. Je serais disposée à le rencontrer et puis à lui expliquer ma démarche aussi. Et si votre petite fille, grandissant, demande à retrouver son donneur? C'est pareil pour moi. C'est pour ça que, pour l'instant, ma fille, le problème, c'est que dans le projet de loi, elle ne sera pas concernée par la levée de l'anonymat. Donc, si on fait d'autres enfants, il va y avoir une inégalité dans la fratrie de notre famille, avec des enfants qui seraient conçus après la loi et qui auraient accès aux informations concernant leur donneur s'ils en ont besoin ou envie, et ma fille qui serait née avant et qui n'en aurait pas droit. Et ça serait compliqué, je pense, en tant que maman, de gérer cette inégalité. Mais si elle avait besoin d'avoir accès à ces informations et que la loi ne lui permettrait pas, moi je la soutiendrais et j'essaierais de faire en sorte qu'elle puisse les trouver, les informations. Arthur, c'est grâce à un test ADN qu'on appelle pour l'instant test récréatif, puisqu'il est fait sur Internet, que vous avez pu retrouver votre donneur. Honnêtement, je sais que la loi impose l'anonymat, mais ça n'a plus beaucoup de sens. Je crois qu'on est 100 millions en France à avoir fait ce test. Je crois qu'il n'y a pas assez de places de prison de toute façon. Et puis, je ne suis pas sûr que le budget de la justice soit suffisamment élevé pour traiter tous ces cas-là. Mais enfin bon, en tout cas, la question... S'il y en a 100 millions, c'est qu'il y en a qui l'ont fait plusieurs fois, mais c'est pas grave. Oui. Enfin, il y a 100 000 Français qui l'ont fait. Ah, et d'accord, puis, pas 8 millions, d'accord. Il y a 35 millions au moment où je vous parle dans le monde qui l'ont fait. Et les prévisions pour l'année prochaine dans le monde, c'est 100 millions d'utilisateurs. Donc on est quand même sur un aspect assez exponentiel.
Non, il y a une question de fond que je me pose, c'est pourquoi est-ce que l'encadrement des tests ADN avec une éthique à la française n'est pas mis à l'ordre des débats actuellement dans la révision de la bioéthique. D'ailleurs, c'est beaucoup plus bioéthique, parce qu'il s'agit de tests salivaires qu'on envoie dans des laboratoires, que l'intelligence artificielle, où il y a finalement très peu de bio dans l'intelligence artificielle. Petite remarque en passant. Donc, non, et puis en fait, là où il y a un vrai sujet, c'est que j'ai été obligé de passer par une société privée américaine. Je ne sais pas comment mes données vont être protégées, je ne sais pas si ça va être vendu, on ne sait strictement rien. Moi, j'ai Parce qu'à partir du moment où vous confiez ce test salivaire, vous n'avez plus de droit de regard dessus, c'est ça? Oui, mais surtout que ce ne sont pas que des données personnelles. D'accord, Ça oui, concerne bien sûr. en fait toute ma famille. Bien sûr. Enfin, ma famille, ma Oui. parentèle. Donc, celle de mon donneur et puis celle de ma mère, parce que c'est aussi ma génitrice. Et donc, il faut bien voir que quand on fait un test ADN, on implique en fait tout l'arbre généalogique. C'est pas juste mes petites données à moi. Donc, j'espère que mon génome n'ira pas abreuver les bases de données du FBI américain. Bon, ceci étant, je dirais à mes enfants de se tenir correctement dans la société. Et du coup, il n'y aura rien à craindre du FBI. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que quand il y aura des gouvernants un peu plus malveillants, ce sera quand même tout de suite beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, si on a besoin d'utiliser les résultats de ces tests pour une raison quelconque en France, pour un problème de maladie, enfin pour n'importe quoi, ça n'est pas reconnu en France aujourd'hui. Non, en fait, c'est même interdit par le code pénal. C'est puni de 3 750 € d'amende. Après, bon, je vous l'ai dit, la Convention européenne des droits de l'homme reconnaît un droit pour toute personne d'accéder à ses origines personnelles. Donc, nous, ce qu'on pense, c'est que ces tests-là devraient être organisés en France, réalisés en France. Et dans ce cas-là, en plus, on pourrait contrôler, c'est ça, à quoi ils vont servir. Hein. De telle manière à éviter des utilisations détournées, parce qu'il y a des sociétés américaines sur lesquelles on a fait nos tests, qui ont revendu notre ADN à des laboratoires pharmaceutiques. Ils nous ont posé la question de savoir si on était d'accord pour que cette vente se fasse, pour que notre ADN soit utilisé. Mais la condition, c'était du coup de ne plus avoir accès à la base de données qui nous permettait de comparer notre ADN à ceux de tous les autres utilisateurs. Et c'est justement cette fonctionnalité-là qui nous intéresse, nous qui recherchons nos origines. Et je peux vous dire on parle de test ADN récréatif, mais en fait, on le fait avec beaucoup de sérieux, parce que pour nous, à l'heure actuelle, c'est le seul moyen de retrouver nos origines. Donc moi, j'ai fait tous les tests qui existent sur le marché et je pense que ça devrait être réalisé en France, encadré. Si dans une loi de bioéthique, on ne prend pas en compte cette réalité-là, alors quand ? Et aujourd'hui, pour vous, vous êtes bloqué par quoi ? Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à remonter jusqu'à vos origines ? Parce qu'on a du mal à comprendre ça. Parce que c'est très compliqué de se dire qu'effectivement, avec un test ADN, on va se connecter à un site sur lequel sont inscrits différentes personnes qui ont fait le même test. Donc on se dit, mais forcément, ça va matcher avec forcément quelqu'un. Et ça a matché avec quelqu'un. Moi, j'ai matché avec une jeune femme qui avait été ma cliente. J'étais son avocate en justice. Et puis, il s'est avéré, on l'a découvert 6 ans plus tard, que c'était une personne issue du même donneur que moi. Donc, et son frère est aussi issu du même donneur. Et mon frère est issu du même donneur que moi. Finalement, cette question que j'ai posée à la justice française, je l'ai obtenue via un test ADN. En fait, c'est juste une histoire de loterie génétique. Arthur a gagné au loto génétique parce qu'il a eu un match très fort tout de suite. Et il a retrouvé du coup très vite. Mais vous savez, c'est qu'une question de temps. Tout le monde va retrouver. Ça sera juste peut-être un peu plus long. Sauf que ça nous met en danger, puisque ça nous impose de donner notre ADN à l'étranger, à des sociétés privées, alors qu'on pourrait l'organiser en France. Et je pense que l'État français, qui nous a permis de venir au monde en organisant la PMA au sein des hôpitaux publics, doit aujourd'hui aller au bout de cette démarche et nous permettre de retrouver nos origines de manière sécurisée. Oui, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, la question que vous posiez par rapport à pourquoi elle ne retrouve pas son donneur, je pense qu'il est possible, enfin il est même probable que son donneur n'a pas donné son ADN pour faire un test. Donc comment le retrouver ? Et si quelqu'un de sa famille éloignée a donné... Peut-être, mais... Voilà, on pourrait éventuellement, maintenant, il faut espérer qu'ils ne soient pas tous décédés. C'est ça. Non, oui. Pardon. Aujourd'hui, on travaille aussi avec des nés sous X, pas que des personnes conçues par PMA. On est aussi contacté par des personnes qui cherchent leur père parce que leur mère a eu un enfant lors d'une soirée, pas forcément arrosée, mais bon, voilà. Et donc, aujourd'hui, au moment où je vous parle,
il y a des nés sous X qui retrouvent avec un test ADN en ayant un match de correspondance à 1%, c'est-à-dire quelqu'un qui est très éloigné dans l'arbre généalogique. Donc c'est une cousine issue germaine, mais ça permet de démarrer une piste, une enquête, et là on retrouve. Et donc j'ai eu une amie, ça fait 15 ans qu'elle cherchait, elle a retrouvé ses parents biologiques, ils sont ravis d'avoir été retrouvés, et il me semble qu'elle est allée faire un pèlerinage récemment avec elle, avec sa mère biologique. Donc aujourd'hui c'est une vraie réalité, et donc ça serait bien de prendre en compte à tout ça. Parce que ça donne accès à aucune information médicale. On a entendu certaines, la ministre de la Santé dire que ça donnait accès à des informations médicales. Nous, les tests que nous avons faits ne donnent accès qu'à des origines géographiques de nos ancêtres et à des correspondances ADN. Donc moi, par exemple, j'ai 1000 correspondants ADN, mais avec des pourcentages très faibles. Peut-être qu'un jour, j'aurai plus. Et je pense vraiment que c'est qu'une question de temps. Et d'ailleurs... Il y a des psychanalystes qui disent aujourd'hui, avec ces tests ADN, la société est en train de changer. C'est-à-dire que le rapport à la vérité reproductive est en train de changer pour tout le monde. Et donc il va falloir aussi qu'on s'habitue avec ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on entend en ce moment qu'il faut lutter contre le secret sur le mode de conception, qu'il faudrait l'inscrire sur l'état civil des enfants pour éviter que les parents mentent. En fait, les parents, ils sont dans la même société que nous, et qu'aujourd'hui, si vous vous interrogez sur le point de savoir est-ce que mon père est bien mon géniteur, vous faites un test ADN. Si c'est la branche paternelle, vous le faites aussi avec une cousine germaine de la branche paternelle, ça vous coûte 2 fois 50 €. Et vous avez votre réponse. Si vous ne matchez pas avec votre cousine, c'est qu'il y en a un des deux, le père, c'est pas le géniteur. Donc en fait, ces gens vivent dans cette société-là, c'est extrêmement facile. Et notre génération, nous, on se commande des choses sur Internet, c'est très facile. Et un test ADN, il suffit de savoir utiliser une carte bleue, utiliser un ordinateur et cracher dans un tube. Franchement... Alors, on imagine bien que pour ça, le lever de l'anonymat sera très important, mais il y a quand même des arguments de ceux qui sont contre, qui disent si on lève l'anonymat des donneurs, il n'y aura plus assez de donneurs en France. Vous en pensez quoi ? En fait, on a tous les exemples étrangers, puisque en fait, on a quand même du recul. En Suède, ils ont changé leur loi en 1984, c'était pas hier. Au Royaume-Uni, ils ont changé leur loi en 2003, c'est rentré en vigueur en 2005. On a la Finlande qui a fait de même en 2006. On a le Portugal qui l'a fait en 2018, l'année dernière. Enfin, bref, on a l'Irlande aussi qui l'a fait en 2017. Donc on a tout un recul et on voit que dans ces pays-là où on a changé la règle, c'est-à-dire tout donneur donne en sachant qu'il sera identifié à partir des 18 ans de l'enfant, il n'y a pas moins de donneurs. Il n'y a qu'en Suède où il y a eu une baisse la première année, parce qu'on s'est aperçu que ce n'étaient pas les mêmes profils des donneurs. C'est ça. Mais au Royaume-Uni, par exemple, il n'y a jamais eu de baisse. Et le nombre de donneurs n'a cessé de croître et ils ont plus de donneurs aujourd'hui que nous en France. Oui. Moi, je pense qu'en fait, effectivement, le profil des donneurs changera, mais les donneurs et les donneuses sont des gens qui ont envie d'aider et qui sont sensibilisés à cette question. Après, avec des campagnes de sensibilisation, etc., on touchera un plus large public et on est des personnes qui ont envie d'aider. Donc, et pourquoi vous dites que le profil des donneurs risque de changer ? Parce que je pense qu'il y a des donneurs qui ont donné jusqu'à présent qui, effectivement, étaient sécurisés par cette question d'anonymat. Je pense que c'est une réalité, oui. Mais en même temps, il y a aussi, je pense, une certaine pédagogie à faire et tout un tas de choses à expliquer. Parce que quand on donne ces gamètes, on le donne à un instant T, on est face à des médecins, dans certaines circonstances, etc. Moi, il y a plein de choses que j'ai appris là, en militant, en côtoyant des personnes issues d'un don que j'aurais pas appris si j'étais restée dans ma petite famille, chez moi. Donc, ces informations que moi j'ai eues, je pense que s'il y a un grand nombre de donneurs qui ont déjà donné, qui avaient accès à ces informations-là, je pense que leur point de vue changerait sur la question de l'anonymat. Vous rencontrez parfois des donneurs qui sont contre cette levée de l'anonymat ou qui s'inquiètent ? Non, j'en ai pas rencontré. Les quelques donneurs que je connais sont tous un peu sur la même position que la mienne. Ça veut dire qu'ils réalisent que même s'ils étaient, comme vous l'avez dit, protégés par cet anonymat, ils réalisent quand même, avec un minimum d'intelligence, que ça ne peut pas durer. Enfin, c'est trop pénible pour les hommes et les femmes conçus grâce à ces dons, de ne pas avoir le droit, qui est vraiment fondamental, de savoir d'où ils viennent. Et vous pensez que le profil des donneurs va changer si on lève l'anonymat ? Oui, moi, on m'a dit que... À l'époque, on allait chercher des étudiants en médecine. Oui, ça a été vrai. Ils étaient un peu rémunérés ou on leur donnait un peu d'argent.
bon, ils y retournaient 2 ou 3 ou 4 fois. Ceux-là, ils auront peut-être du mal. Ceci dit, si c'est des médecins, ils ne sont pas sots quand même. Ils doivent réaliser qu'il faut peut-être assumer les suites de ce geste généreux qu'ils ont fait à l'époque. Bon. Vous pensez que ça va changer? Pardon, excusez-moi. Oui, je pense que avec une bonne campagne d'information, on doit pouvoir recruter des donneurs d'accord pour être reconnus plus tard quand les enfants sont devenus grands. Vous pensez que ça va modifier beaucoup de choses? Oui, mais je crois qu'aussi, il faut prendre en considération les parents. Et les parents sont souvent, notamment, soit le père, soit la mère qui a profité du don, doivent être accompagnés parce qu'ils se posent beaucoup de questions et ils craignent parfois. Et c'est pour ça, c'est vrai que ces questions se posaient. Oui. Et donc, c'est très important de pouvoir faire un travail avec eux pour qu'ils comprennent et que parfois c'est relié à leur infertilité. Parfois, ils ont peur que ça soit parce que l'enfant va retrouver un père, entre guillemets, ce qui n'est pas du tout ça. Mais ça doit arriver parfois, non? Malgré tout. J'en ai jamais rencontré. Mais dans la peur des parents, oui, c'est un fantasme qui existe et qu'il faut travailler avec eux. Oui. Allez-y. Juste pour rebondir par rapport à ça, en tant que parent, et je fais partie d'une association de patients infertiles, et du coup, c'est vrai que, voilà, en tant que personne infertile ou stérile, il faut déjà faire le deuil de sa fertilité, de sa stérilité, et ensuite, quand on commence à accéder à cette question du don, il faut s'ancrer dans sa place de parent, c'est-à-dire que, dans la société, c'est la chair de ma chair, c'est mon sang qui coule dans ses veines, c'est ça qui est transmis dans la société. Donc, quand on décide de faire appel à un don de gamètes, il faut faire un travail sur soi, il faut cheminer. On passe par différentes étapes et ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Mais ça, c'est accompagné systématiquement en Non, France? pas du tout. D'accord. Mais pas du tout. C'est vraiment individuellement, on doit aller consulter pour pouvoir se faire aider parce qu'il y a une consultation dans les sécos qui est obligatoire, mais on le vit en tant que parent, on le vit comme un examen de passage. C'est-à-dire que si le psy que rencontre à ce moment-là s'oppose à ce qu'on accède au don, on n'a pas accès au don et à la parentalité. Donc, c'est pas assez accompagné. Nous, on milite pour que ça se développe, cet accompagnement-là, pour aider ces parents à cheminer. Et du coup, une fois qu'ils chemineront et qu'ils seront bien ancrés dans leur place de parents, ils ne craindront pas cette... Ils pourront le porter différemment et en parler différemment à leurs enfants aussi. Oui. Par rapport au profil des donneurs qui change, Gérard, son profil a changé. Il a évolué avec la société. Il a donné dans l'anonymat, comme Alain. Et puis, ces gens-là réfléchissent en marchant. Et puis, ils vivent dans la même société que nous, qui est quand même plus ouverte qu'avant. Puisqu'on a bénéficié de l'ouverture d'esprit de nos parents et des générations précédentes. Et donc, nous, il y a quelque chose pour nous qui est absolument aberrant. Audrey l'a dit tout à l'heure, mais on a entendu la ministre de la Santé dire on va pas, la loi n'est pas rétroactive. On ne va pas rappeler les donneurs ou rentrer par effraction dans leur vie. Mais la rétroactivité, ça serait de rappeler un donneur et de lui dire à partir de maintenant, la règle change et tu t'y plies. Mais c'est pas ça. Nous, on veut, je crois que nous sommes assez modérés, on veut poser une question et dire au donneur, par exemple, est-ce que vous êtes d'accord, oui ou non, qu'on continue, malgré le changement de la loi, à utiliser vos gamètes? Il dit non. Eh bien, soit les gamètes vont à la science, soit on les jette, même si je trouve ça dommage, mais c'est comme ça et on respecte son choix. Mais donc, on n'est pas du tout dans la rétroactivité, on n'est pas du tout en train d'imposer quoi que ce soit. J'ajoute, et c'est ça que je voulais vous dire, c'est qu'au Portugal, il y a eu, grosso modo, la même loi qui est passée au début de l'année 2019, quand eux ont réinterrogé les donneurs de sperme et les donneuses d'ovocytes. Vous avez 70% des donneurs qui ont maintenu leurs dons malgré le changement de la loi et 90% des donneuses qui ont maintenu leurs dons aussi. Donc il y a un moment, je pense qu'on est dans une société où collectivement on peut se mettre d'accord sur le fait que de poser une question à un individu, ça n'est pas du tout rentrer par effraction dans sa vie, ni même de la rétroactivité, me semble-t-il. Oui, et par rapport aux anciens donneurs, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il y a eu une époque, avant 1994, où ça n'était pas complètement cadré. Donc, ils ne savent pas forcément combien d'enfants sont nés de leur don, dans quel état d'esprit on est, est-ce qu'on est dans une quête affective, est-ce qu'on cherche un papa. Et donc, nous, ce qu'on propose, en fait, c'est une Vous avez mise en 30 secondes relation. pour nous expliquer ça.
Pardon ? Vous avez 30 secondes pour nous expliquer Voilà, une mise en l'idée. relation anonyme entre les donneurs, de telle manière à ce qu'on puisse faire connaissance en douceur, qu'ils sachent un petit peu à qui ils ont affaire, et D'accord. s'ils veulent, ils pourront ensuite lever leur anonymat en pleine connaissance de cause. Voilà ce qu'on propose Donc, pour les ce donneurs. serait une plateforme internet en fait de mise en ligne Exactement. entre les. D'accord. Plateforme de mise en relation et de communication anonyme et plus si affinité. D'accord. D'autant que la première question que me pose Gérard, la première fois que je l'ai au téléphone, il me dit « Est-ce que papa et maman sont au courant de ta démarche ?» Et donc, clairement, les donneurs ne veulent Bien pas sûr. mettre à mal les familles, ils ne veulent pas s'immiscer ou prendre la place d'un papa, ce sont des donneurs. Mais aujourd'hui, au lieu de dire donneur, je l'appelle Gérard. Merci beaucoup à tous les 5 d'être venus pour aller plus loin. 2 livres, donc celui de Arthur Kerval. Vous m'aidez pas, hein. Kermalvézen. Le fils, donc l'enquête d'un homme pour retrouver celui à qui il doit la vie, c'est chez l'Iconoclaste. Et le livre de votre femme, Audrey, Mes origines, une affaire d'État, préfacé par Israël Nizan. C'est chez Max Milo dans la collection Essais Documents. Voilà, merci. Il sera évidemment possible de revoir le documentaire ADN, la quête des origines, ainsi que notre débat de ce soir sur le site France TV. Et je voulais partager en plus avec vous mon coup de cœur. Édouard Bergeon, réalisateur et fils de paysan, qui était venu en mai dernier témoigner dans Le Monde en face des difficultés des agriculteurs français. Son film Au nom de la terre, qui retrace son histoire personnelle et le drame du suicide de son père, incarné par Guillaume Canet, sort demain en salle. Allez-y, vraiment. Il sera dans notre émission dans le magazine de la santé demain également pour le présenter. Et puis dimanche prochain, le 29 septembre, 1 € sur chaque entrée sera reversé à l'association Solidarité Paysans qui accompagne au quotidien les agriculteurs et ils en ont vraiment besoin. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de soirée sur France 5. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro du Monde en face. Bonsoir.